Et on va être parti pour ta petite présentation. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est jeudi, et comme chaque jeudi, c'est le jour de ma thèse en synthèse. Ici, c'est le premier jeudi de la saison 2. Donc, ma thèse en synthèse, qu'est-ce que c'est? Si vous n'êtes jamais venu, c'est une initiative lancée par le Discord du Vortex où nos amis thésards viennent présenter leurs travaux à notre petite tribu de fans de sciences. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir PTR Max. Comment vas-tu? Ah, très bien, et toi? Super bien, hein. Cette deuxième saison qui s'annonce sur les chapeaux de roue. Et donc, PTR Max, tu viens de commencer ta deuxième année de thèse autofinancée au CIRAD, qui est le Centre de coopération internationale en recherche agronomique en développement. Tu as fait une licence en écologie Exact. à Paul Sabatier, puis un M1, enfin Paul Sabatier à Toulouse, puis un M1 en comportement animal à Paris 13, pour finir sur un master bioinformatique à Saclay. C'est J'ai tout ça. bon. C'est Et tu tout, as, c'est tout bon. en plus, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Petorac Max, qu'on va pouvoir vous diffuser un peu plus tard dans la soirée. Donc maintenant, je vais vous lire ce petit résumé que nous a fait Peter Max pour notre audience YouTube. Donc, la canne à sucre est la première agriculture réunionnaise et donc première consommatrice d'engrais azotés. Les engrais actuels sont importés à La Réunion alors qu'un nouveau type local pourrait faire son apparition, les déchets organiques. Seulement, une mauvaise gestion pourrait les rendre polluants ou économiquement non viables. Pour s'assurer que cela n'arrive pas, tu vas, lors de ta thèse, à l'aide de plusieurs modèles, déterminer et évaluer les meilleures gestions possibles pour s'assurer d'un bon développement de ces nouveaux engrais sur l'île. La parole est à toi, on t'écoute. Eh ben, bonjour à tous. Donc là, je vais vous parler de ma thèse. Alors là, j'ai mis le nom complet. Donc c'est modélisation de l'efficience azotée des agroécosystèmes canniers, application à la gestion intégrée des produits résiduaires organiques sur un territoire de la Réunion. Alors la raison pour laquelle je vous ai mis le nom de la thèse, c'est que il y a quelqu'un qui m'entend pas. Alors Donc je vois la raison pour laquelle je vous ai mis ma thèse, c'est parce qu'en fait, si on la décrypte petit à petit, en fait, on comprend assez bien l'ensemble de ce qui se passe en fait dans la dans ma thèse. Alors déjà, modélisation de l'efficience azotée. Alors modélisation, c'est tout simplement réussir à refaire un peu le monde qui nous entoure, mais avec des règles simplifiées. Et puis l'efficience azotée, alors ça c'est tout simple, c'est juste repérer les chutes de l'azote dans un système. C'est ce que fait un plombier quand il regarde où sont les fuites d'eau dans un système d'évacuation. C'est exactement la même chose que je fais, j'essaie vraiment de repérer où sont les fuites. Euh, des agro-systèmes canniers, alors là c'est tout simple, c'est juste que ça se passe dans des champs de canne. Il y a une grande difficulté. Alors là, c'est là où c'est un peu plus intéressant, des produits résiduaires organiques. Donc ça en fait c'est tout ce qui est un peu des déchets de plein de choses différentes. Ça peut être les bouts de stations d'épuration, ça peut être des déchets verts de ville, donc, ça peut être aussi du lisier de porc, voilà. Alors, quand même, il faut bien comprendre que quand on utilise ces déchets-là, ils sont transformés. On les applique pas directement dans les champs comme ça. Et ça, c'est important de prendre en compte la transformation de ces déchets, parce que ça va être pris en compte quand on va faire une gestion globale. Et donc, c'est pour ça qu'on a la première partie, donc application de la gestion intégrée sur un territoire. Donc là, c'est pour dire en fait, quand on est sur un territoire, vous avez des producteurs de déchets qui vont servir d'engrais, et puis il y a des consommateurs. Et il est super important de bien organiser la distribution, parce que sinon, on peut avoir des problèmes, et en fait, tous les problèmes vont avoir des problèmes économiques. Un producteur, par exemple, de déchets, ne peut pas euh, donner tous les déchets qu'il produit, alors il va devoir en stocker, ça va lui coûter de l'argent. Et donc là, vous augmentez le prix forcément des déchets que vous voulez utiliser comme engrais, et c'est absolument pas le but. C'est déjà pas forcément très simple que ce soit économiquement viable. Alors si en plus on rajoute des problèmes, c'est mort. Donc en gros, l'île de la Réunion, donc île très sympa, mais c'est une île qui se trouve dans l'océan Indien, proche de l'Afrique. Et donc, elle est isolée, pas forcément qu'on peut aller nulle part quand on est juste à côté, mais ça veut dire que comme c'est une île, on peut pas tout produire sur place et que quand on veut récupérer quelque chose qui est compliqué à construire,
ou à produire, et ben, on est obligé de le faire importer de très très loin. Et souvent même, on est obligé de le faire importer de métropole. Donc ça peut revenir assez cher déjà de faire tout importer. Et puis, c'est pas forcément très écologique. Imaginez bien que faire tout venir par bateau, ça fait un peu compliqué, ça revient assez cher. En plus, l'île sur laquelle je suis, c'est une île tropicale. Alors, ça n'a pas beaucoup d'importance de manière générale, mais il se trouve que dans les modèles qui sont utilisés de manière générale en agriculture, eh ben, ils sont plutôt prévus pour l'Europe. Euh, et du coup, on ne sait jamais si ce que l'on veut utiliser, donc ces modèles-là, est-ce qu'ils s'appliquent aussi bien dans un milieu tropical où en fait c'est juste la même chose qu'en métropole, mais plus chaud et plus humide, ou alors c'est complètement différent, et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, avant même d'avoir commencé la thèse. Donc c'est toujours une source d'incertitude si voilà, c'est une grosse source d'incertitude si on doit vraiment beaucoup modifier les modèles qui sont déjà là, ou tout simplement laisser le modèle tel qu'il est. Et alors, pour quelle raison moi je travaille sur la canne à sucre? Ben, c'est parce que en fait, si vous regardez la carte là, vous allez voir qu'il y a, à part les verts foncés et clairs là, qui représentent de la nature, les autres couleurs, ça représente un peu les activités humaines. Et ce que vous voyez en rouge, c'est les zones urbaines. Et ce que vous voyez en jaune, qui est quand même assez fort, c'est la canne à sucre. Donc, en fait, il y a énormément de canne à sucre à La Réunion. C'est 54% de la surface agricole. Donc autant vous dire que si vous voulez faire des changements écologiques à La Réunion, il faut absolument toucher le secteur de la production de la canne à sucre. Donc, du coup, déjà, il faut savoir ce que c'est la canne à sucre. Alors, la canne à sucre, bon, je pense que vous connaissez les utilisations principales, hein, le rhum et le sucre. Ceux qui connaissent moins, c'est qu'on peut aussi faire de l'énergie. Alors ça, c'est pas mal en cours d'études. En fait, l'idée de faire de l'énergie avec de la canne à sucre, c'est juste des variétés qui ont moins de sucre. Et comme elles ont moins de sucre, on peut les faire brûler. Et elles produisent de la biomasse plus rapidement que de peut faire du bois ou des arbres, et sans que ce soit problématique. Mais bon, c'est encore en cours d'études sur les rendements et tout ça, donc je peux pas affirmer grand-chose à ce sujet. Pour ce qui est des producteurs, alors il y a pas mal de producteurs. Alors assez surprenant, il y a les États-Unis. Ça, je savais pas jusqu'à ce que je l'étudie. Mais ils ont quelques endroits, surtout dans le sud des États-Unis, en fait, où c'est propice à pouvoir faire de la culture de canne à sucre. Bon, la France avec les dom-toms, après Zimbabwe, Afrique du Sud, Thaïlande. Alors il y en a d'autres, alors je les connais pas tous par cœur, il y a aussi Maurice, mais voilà, il y en a pas mal de producteurs. Alors la raison pour laquelle c'est pas mal cultivé, c'est que déjà c'est une plante pérenne. Alors une plante pérenne, ça veut dire que quand on coupe la plante, on va pouvoir la recultiver derrière sans devoir replanter. Donc ça c'est quand même un gros avantage, surtout que la canne à sucre, pour en faire une utilisation optimale, on peut attendre 7 ans avant de replanter. Après, les rendements diminuent un peu trop, et vu que les rendements de canne à sucre vont trop diminuer, c'est pas bon pour l'agriculteur. Donc là, l'idée, c'est vraiment c'est de réussir en fait à optimiser entre attendre le plus tard possible avant de replanter, et en même temps qu'il n'y ait pas une trop grosse diminution de la productivité. Alors pour savoir comment ça se plante, une canne à sucre, en fait, si vous voyez l'image en dessous, on se rend bien compte qu'une tige de canne à sucre, ça ressemble, quand on enlève les feuilles, ça ressemble un peu à du bambou. C'est-à-dire qu'il y a il est segmenté en plein de parties, et en fait, au niveau de chaque segment, au niveau du trait, on a ce qu'on appelle un œil. Et en fait, si vous plantez une tige de canne à sucre dans le sol, et ben en fait, vous allez avoir une tige de canne à sucre, enfin, vous allez avoir une nouvelle tige de canne à sucre qui va partir de cet œil et qui va servir de nouvelle tige. Donc c'est un peu du clonage, hein, en fait. Vous coupez votre canne à sucre et vous la plantez dans un champ, et comme ça, vous avez un individu qui a le même ADN que le précédent, mais voilà, qui va repousser. Mais donc ça, c'est quelque chose qui est assez simple, mais la canne à sucre, comme tout être vivant, elle a des besoins, surtout en atomes. Alors, il y a les fameux chons. Alors, je sais pas si vous connaissez ça, en fait, c'est juste que la plupart des êtres vivants, ils ont besoin essentiellement de ces principaux atomes-là, donc carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore et soufre.
Ah, ils en ont besoin d'autres, mais ça, c'est les plus importants et il faut absolument qu'ils soient là. Alors, carbone, hydrogène, oxygène, c'est assez simple, hein. Le carbone, on le récupère. euh, voilà, Tofu, t'as raison. Euh, donc oui, le carbone, on le récupère du CO2 dans l'air, donc ça vous savez qu'on n'est pas limitant là-dessus. L'hydrogène et l'oxygène, on le récupère dans l'eau. Et donc en fait, au final, le CHO, même si c'est les composantes principales de la canne à sucre, c'est rarement en manque, puisqu'on arrose quand même nos cannes à sucre, donc il y a rarement un problème à ce niveau-là. Mais l'azote, là c'est un peu plus compliqué parce que l'azote, la canne à sucre ne peut pas la récupérer dans l'air. C'est trop compliqué pour la récupérer. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc du coup, elle est obligée de la récupérer dans le sol. Et malheureusement, ben, comme une canne à sucre, c'est quand même des grandes quantités de biomasse, si on la laissait pomper de l'azote dans le sol toute seule, ben, il n'y aurait plus d'azote très rapidement dans le sol. Et donc, pour être sûr qu'elle ait tout ce qu'il lui faut, on est obligé de lui apporter de l'azote. Et donc, pour faire ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on lui apporte des engrais. Alors, actuellement, on utilise ce qui s'appelle des minéraux, c'est des engrais de synthèse. Donc, le principal engrais qu'on utilise, ça contient 46% d'azote dans ces petites billes. C'est les petites billes que vous voyez à droite. Euh, et c'est un engrais minéral, c'est le premier engrais azoté utilisé à La Réunion. Ça correspond à la molécule que vous voyez juste en bas. Euh, eh ben, tiens, il y a quelqu'un qui pose une question. L'azote, c'est majoritairement dans l'atmosphère. Alors pourquoi on ne l'utilise pas? Eh ben, c'est très simple, c'est qu'en fait, dans l'atmosphère, l'azote est sous forme de diazote, c'est-à-dire qu'en fait, c'est deux molécules d'azote qui sont collées ensemble, mais avec trois fortes liaisons, qui fait que c'est très difficile à casser en fait. Et la solution que nous, on a trouvé humain pour le faire, c'est ce qu'on appelle le procédé Haber-Bosch, qui utilise beaucoup d'énergie pour casser ces liaisons et obtenir ce qu'on appelle de l'azote minéral, donc c'est du NH3, je crois. Et puis après, on utilise un autre procédé qui s'appelle le procédé de Wöhler, je sais pas comment ça se prononce, et qui va nous permettre de produire de l'urée. Donc en fait, nous, l'urée qu'on utilise, on le récupère de l'atmosphère, mais ça coûte énormément d'énergie. Pour produire 1 kg d'urée, il faut 23,45 mégajoules. Donc, ce qui fait, alors j'ai fait un calcul, je ne suis pas sûr qu'il soit bon, 2 tiers de litre d'essence, c'est-à-dire faire brûler 2 tiers d'un litre d'essence pour obtenir 1 kg, enfin c'est l'énergie qu'il faut pour produire 1 kg de durée. Et alors le prix, là j'ai regardé les prix tout à l'heure, ils sont de 270 euros par tonne, sachant qu'on met aux environs d'une tonne, je crois, à l'hectare. En fait, ça dépend de beaucoup de choses, la quantité qu'on apporte. Mais il y a encore en 2008, c'était bien plus bas et ça a beaucoup augmenté en fait en quelques dizaines d'années. Et là, les prix sont très fluctuants. Par exemple, à la fin de l'année 2018, là, on était à 340 euros par tonne. Donc en fait, cette fluctuation et cette augmentation constante, c'est un problème pour les agriculteurs parce que eux, ils ont besoin de quelque chose de stable au niveau des prix et en plus où ils sont pas gênés sur le fait que le prix va les gêner au niveau de l'importation. Et c'est pour ça que nous, en fait, on veut utiliser majoritairement un autre type d'engrais, c'est ce qu'on appelle les engrais organiques. Donc les engrais organiques, ils ont plusieurs origines, puisque ce sont des déchets, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On peut avoir des origines urbaines, donc les boues steppes. Alors steppe, c'est station d'épuration. Ça peut être aussi les déchets verts que vous pouvez trouver à des jardins de particuliers ou alors dans les jardins de la ville. On produit des déchets verts, on les récupère et on peut faire des engrais organiques à partir de ça. En agroalimentaire, alors ça c'est tout ce qui va être les déchets dus à la production de sucre ou de rhum. C'est-à-dire qu'en fait, on ne récupère pas toute la canne à sucre quand on produit du sucre ou du rhum, et donc en fait, on peut le réutiliser en tant qu'engrais, qui fait vraiment un circuit fermé. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et l'avantage, c'est que là, au niveau transport, on est quand même imbattable par rapport à ramener quelque chose de la métropole, puisque c'est des productions locales. Et en plus de ça, ça permet de recycler les déchets, c'est-à-dire que les déchets, au lieu de les laisser gérer par la Réunion qui, soyons honnêtes,
va les gérer pas forcément très très bien, puisqu'on va faire soit de l'enfouissement, soit on va le brûler, et il y a même des gens qui envoient les déchets à la mer. Donc niveau écologie, c'est pas encore tout à fait ça. Et justement, le fait de pouvoir l'utiliser en tant qu'engrais, ça serait un gros gain euh, par rapport à ce qui est fait actuellement. Alors, je vous ai dit, donc du coup, c'est l'azote qu'on est en train d'essayer d'apporter dans le sol pour la plante. Je vous ai mis un cycle de l'azote. Alors, c'est super important le cycle de l'azote parce que du coup, c'est quelque chose qui se base sur ma thèse. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va faire des apports, au début, ça va être de l'azote, qu'on va dire organique, c'est-à-dire qu'il est mélangé avec de la matière organique. Donc là, il va être transformé pour faire ce qu'on appelle de l'ammoniac. Donc l'ammoniac, c'est NH4+. Bon, c'est pas grave si vous retenez pas ça. Et c'est là où on a des choses importantes parce qu'en fait, NH4+, il peut, s'il y a des grandes pluies, il peut être ce qu'on appelle lixivié, donc c'est-à-dire qu'il va se retrouver dans le sol, emporté par l'eau. Il peut aussi faire de la volatilisation, c'est-à-dire se retrouver dans, il peut se retrouver à l'air libre, et ça, c'est pas très intéressant pour nous, parce que nous, on veut que l'azote reste dans le sol. Et puis, il peut trouver une autre voie qui va être de se transformer en NO2, et le NO2 lui-même peut devenir du NO3, le nitrate. Et ça, l'avantage du nitrate, c'est que ça peut être consommé par les plantes. Euh, et donc, si c'est consommé par les plantes, ben, c'est exactement nous ce qu'on veut. Parce qu'en fait, vous avez vu, j'ai mis des flèches roses qui correspondent en fait aux fuites que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que soit vous pouvez avoir du NO2 qui va être émis dans l'air. Alors ça, c'est pas bon parce que c'est un gaz à effet de serre qui est 20 fois plus puissant que le CO2. Sinon, ça va plus loin dans le sol jusqu'à ce que la plante ne puisse même pas l'utiliser. Ou alors volatilisation, et pareil, la plante ne peut pas utiliser de l'azote qui est reparti dans l'atmosphère. Du coup, nous, pour mesurer un peu tous ces flux-là que je vous ai montrés juste avant, euh, en fait, du coup, on a plusieurs expérimentations. Alors, moi, on m'a donné une base de données, par exemple, qui s'appelle ICSM, et qui sont en fait des données de culture de canne à sucre dans plusieurs pays pour avoir plein de conditions différentes, que ce soit du sol ou du climat, pour pouvoir mieux simuler la canne à sucre. Une fois que j'avais ces données-là, j'avais aussi des collègues qui travaillent sur comment réagit la canne en fonction, euh, en fonction en fait de l'apport en fertilisation que l'on fait, que ce soit une fertilisation organique ou une fertilisation minérale. Et puis le SOR Pro, là, c'est vraiment les études à long terme de l'impact environnemental et sur les cultures des pros euh, dans un champ de canne, tout simplement. Et puis, ben, du coup, ben, même avec toutes ces données-là, ben, potentiellement, il manque des expériences pour avoir certaines données sur les flux d'azote, et donc ben, ça, c'est à moi de les faire. Alors, du coup, en fait, l'idée, c'est que une fois qu'on a toutes ces données-là, ces données expérimentales, euh, l'idée, c'est de réussir à faire une bonne simulation de la canne à sucre. Alors, en fait, moi, j'utilise un modèle qui s'appelle. Donc lui, il va prendre plein de données en entrée, il va prendre le climat, les techniques agricoles, le système, enfin l'état initial en fait que vous pouvez trouver du sol, et puis savoir un peu les plantes que vous avez mises. Et l'idée derrière, c'est que moi, je vais modifier en fait les caractéristiques de la plante pour que la canne à sucre soit bien simulée avec ce modèle. Et à partir de ça, on va pouvoir faire des choses assez sympas. Donc, on va pouvoir simuler correctement la canne à sucre. Et, euh, et donc, comme on simule correctement la canne à sucre, là, on va pouvoir avancer après sur le reste pour bien simuler les différents flux d'azote. Donc, pour calibrer la plante, donc avec le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, ce que je fais, c'est que je récupère du coup les données de ICSM, donc des différents pays, de différents environnements, et j'utilise un algorithme qui est un algorithme génétique
qui s'appelle R-genou. R-genou, c'est du R. C'est intéressant. De toute façon, l'algorithme génétique, je vais le développer la diapo d'après. Et donc, en fait, on va permettre de faire une calibration, en fait, des éléments de la plante qu'on n'est pas capable de connaître enfin, avec une expérimentation. C'est-à-dire que normalement, par exemple, la rapidité à laquelle une plante pousse, par exemple, ça vous pouvez le mesurer. Mais il y a des éléments qui ne sont pas mesurables. Et donc dans ces cas-là, ce que l'on fait, c'est que au lieu de mettre quelque chose au hasard, on utilise des techniques pour, pour où en fait on se base un peu sur les résultats de simulation et voir si ça colle à la réalité. Et on peut dire, dans ces cas-là, tel paramètre paraît juste ou tel paramètre paraît faux. Une fois qu'on fait juste la canne à sucre pousse bien dans plein d'environnements différents, on essaie de regarder est-ce que ça fonctionne sur des données sur lesquelles on ne s'est pas basé. Euh, Si vous avez des questions sur la calibration, validation, j'y répondrai après. Je suis pas sûr que ça vous intéresse plus que ça. Et puis après, il y a la question de faire exactement la même chose, mais en fonction des différents apports de fertilisation. Euh, voilà. Ah oui, l'algorithme génétique. Alors en fait, l'idée d'un algorithme génétique, c'est que en gros, quand vous avez plusieurs types de simulations, vous voulez connaître, par exemple pour un paramètre, quelle est la meilleure valeur qu'il faudrait lui donner. Ce que vous faites, c'est que vous pouvez lancer plusieurs simulations avec des paramètres différents, et vous allez pouvoir voir à quel point ils se rapprochent ou ils s'éloignent de la réalité. Et les simulations qui s'éloignent le plus de la réalité, on les enlève de ceux qu'on avait déjà sélectionnés et on fait une sorte de sélection naturelle des simulations. Et du coup, l'idée qu'il y a derrière, c'est que au lieu de lancer toutes les simulations qui sont possibles, on en lance quelques-unes et on garde les meilleures et on se dit que la meilleure simulation sont des simulations proches des meilleures que l'on avait déjà à la base. Et donc après, on va faire des légères mutations, donc on va faire des légers changements sur les paramètres pour savoir un peu si on trouve la paramètre qui se rapproche le plus de la réalité. Alors pour ce qui est de la calibration des flux, alors l'idée c'est que on réutilise en fait le cycle de l'azote que vous trouvez là, et on fait plein d'expérimentations pour savoir un peu les fuites, pour essayer de connaître un peu la valeur de ces fuites-là. Alors les émissions de N2O par exemple, de NO2 pardon. Là, ce que l'on fait, c'est que on utilise des boîtes qui va permettre de récupérer. En fait, on pose des boîtes au-dessus du sol et ces boîtes-là sont fermées régulièrement et on peut prélever le gaz à l'intérieur pour analyser la quantité de NO2 qu'il y a à l'intérieur de ces boîtes. Après, on ouvre le gaz part et puis on réitère l'information et ça permet de savoir un peu quelles sont les quantités de NO2 qui partent. On a une autre technique qui sert pour la volatilisation et une autre technique encore pour la liquéfaction. Et donc du coup, ça veut dire que les flux de fuite, j'ai déjà des collègues en fait qui, sur le terrain, trouvent ces données-là. Et donc moi, je vais me baser un peu sur ces données-là pour pouvoir après évaluer les fuites dans mon modèle. Et donc, une fois qu'on a bien modélisé la canne à sucre, une fois qu'on a bien modélisé les flux qui se passent dans un champ, peut se poser, c'est est-ce qu'on peut modéliser tout ce qui se passe à l'échelle d'une région? Il y a déjà une étude qui avait été faite qui s'appelle l'étude Giroir. Donc en fait, l'étude Giroir, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait utilisé un modèle qui s'appelle Uputuk. Le nom est bizarre, mais c'est pas moi qui l'ai créé. Et donc l'idée de ce logiciel, c'est de gérer la répartition des déchets organiques, que ce soit du producteur de déchets jusqu'à jusqu'au transformateur et puis du transformateur au consommateur final. Mais la question qui se pose, c'est quel va être un peu le réseau optimal dans les distributions.
Parce qu'en gros, ça sert à rien d'essayer de vouloir, par exemple, utiliser tous les produits résiduaires organiques possibles dans le. On ne peut pas tous les utiliser si tout le monde ne les consomme pas après. Donc ça sert vraiment à rien de faire ça. Donc on préfère limiter les produits résiduaires organiques qu'on utilise comme engrais, on préfère les réduire leur utilisation pour qu'il y ait une utilisation optimale. Et donc là, l'étude qui avait été faite, ils avaient déjà trouvé un peu des règles possibles. Donc à gauche, c'est justement c'est un peu le pire cas, c'est le cas où on laisse tout. Et là, on laisse tout faire sans rien changer. Et donc en fait, vous pouvez voir sur l'image en bas à gauche, ben, que il y a une partie qui est dans ce qu'on appelle enfoui, incinéré ou jeté à la mer. Donc ça, c'est le cas le moins bien et c'est ce qu'on préfère ne pas avoir. Le cas d'à côté, c'est le cas où on met. En fait, c'est le cas qui demande le moins d'argent, qui demande le moins de contraintes aux personnes aux personnes qui travaillent, c'est-à-dire ni pour les agriculteurs, ni pour les transformateurs, ni pour les producteurs de résidus. Et à droite, c'est la version optimale, c'est-à-dire que là, on a vraiment demandé aux agriculteurs de quoi ils ont besoin, aux producteurs comment on doit leur demander leurs déchets pour que ça se fasse bien, sans que ils aient besoin de stocker en fait leurs déchets, ou du moins de stocker un minimum pour pas que ça leur coûte trop cher. Donc ça, c'était un travail qui était déjà fait. Le truc, c'est que quand ils ont fait ce travail-là, ils ne sont absolument pas préoccupés de ce qui se passait une fois que les déchets étaient dans les champs. On savait absolument pas si les déchets dans les champs étaient polluants. Et donc l'idée derrière, c'est que justement, l'idée de ma thèse, est d'estimer ça. Alors pour ça, j'utilise justement le même modèle, le fameux UPTUC, et j'utilise plein de données. Alors à gauche, vous pouvez voir une carte qui en fait, c'est les données des différents producteurs de déchets organiques ainsi que les différents transformateurs. Donc ça, c'est une donnée qu'on a absolument besoin de savoir pour faire fonctionner le modèle de répartition. Il faut aussi connaître les données qu'il y a dans les champs, c'est-à-dire quel type de sol il y a dans chacun des champs, ça c'est la carte du milieu, ou alors quel type de climat on peut avoir aussi, ça c'est des données que l'on a tous les jours, on a des relevés de données sur toute l'île, pour savoir un peu s'il a plu, quelle quantité. Voilà, ça, c'est des données assez intéressantes. Et donc, ça, c'est ce qui correspond à peu près au climat qu'il y a sur la carte de droite. Et donc, à partir de ces données-là, on va pouvoir relancer une distribution des déchets organiques sur l'île. Et une fois que ça arrive dans un champ, on utilise le modèle Styx dont je vous ai parlé pour simuler ce qui se passe dans chacun des champs. Et en fait, Styx, il va pouvoir me donner la production en canne à sucre et aussi les différentes fuites d'azote qu'on a à mesurer. Et l'idée, c'est de savoir un peu quels sont les modèles, enfin, quels sont les scénarios, quelles sont les règles, parmi les règles que je vous ai montrées tout à l'heure, qui en même temps maximisent la production et minimisent la pollution. Voilà. Et c'est une fois que l'on fait cette évaluation des compromis que là, on a une idée un peu globale des meilleurs scénarios. Et la dernière diapo. Donc, Tofu, s'il y a des questions à me faire remonter. Déjà, merci beaucoup pour ta présentation. C'était super sympa et c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas forcément idée. Déjà de base, c'est vraiment très spécifique. C'est spécifique à La Réunion et super intéressant. Ça a l'air de toucher beaucoup de sujets différents, hein, que ce soit l'énergie, la pollution, etc. Enfin, c'est super vaste, hein, donc je te souhaite bien du courage, évidemment. Et Surtout que, bien évidemment, la plupart, je ne les connaissais pas, bien évidemment. Donc, c'est des découvertes à chaque fois, c'est super intéressant. Du coup, je vous propose de faire un joli clap d'applaudissements pour la présentation de PTR, pendant que je vous déplace tous en salle d'attente pour qu'on passe aux questions. On n'a pas perdu de temps de ça. Alors attention à Zéro, on entend un petit peu de son dans ton micro. Vous allez pouvoir tous poser vos questions, donc comme je vais le répéter ici. Donc vous pouvez soit poser vos questions à l'écrit, on va les lire, soit vous débutez. Alors,
Et je vous Alors donne là, la je viens de parole. lire une question de De Grob. Grob, qui est une question un peu enfin qui est un peu loin du sujet direct. Je préfère qu'on garde ta question de côté et on te la Mhm. pose à la fin parce que je pense que là c'est plus sur la recherche en général, mais pas forcément sur le sujet exact. Ouais, ouais, ouais. Voilà, si vous avez des questions, démutez-vous, je vous donne la voix ou écrivez-les et je les lis. Je vois Ladadec que tu es démuté. Est-ce que c'est parce que tu as une question à poser? Oui. Eh ben c'est parfait, je t'en Mais prie. je me sens bête, donc j'ai peur de la poser. Alors non, parce que je pense que j'ai pas forcément été forcément très très clair sur tous les sujets, donc tu vas pas être bête du tout là. Y a C'est pas de quoi la problème. différence entre, parce que j'ai un collègue qui est aquariophile, souvent il m'explique et j'ai un peu de mal, c'est quoi cette histoire en fait de nitrite, nitrate, et j'avais aussi lu cette histoire par rapport à... Je suis pas mal intéressé par rapport à l'azote qui se trouve dans les excréments humains, et que immergé dans l'eau, ça cause une pollution, enfin, etc. Enfin, si je peux éclairer ma lanterne. Alors du coup, je reviens sur les diapos. Je sais pas si les gens peuvent me suivre quand je reviens sur les diapos. Normalement, ça te ramène, oui, ça va les faire suivre les diapos, à moins qu'ils aient choisi manuellement Voilà. de regarder notre diapo. Donc, donc là, là, je me suis mis sur les diapos du cycle de l'azote. Alors, en fait, si tu veux, le truc c'est que une plante, elle peut pas absorber enfin, le nitrate sous n'importe quelle forme. Et il se trouve que enfin, la forme privilégiée à absorber, c'est le NO3. Alors, elle peut absorber du NH4+, effectivement, voilà. Et le NO2, alors, en fait, le truc, c'est que là, si mes souvenirs sont bons, ça a des impacts plus ou moins négatifs, le NO2. C'est un truc de transition, mais on préfère ne pas l'avoir. Et après, j'ai peur de te dire des bêtises sur l'impact de la santé humaine ou l'impact Est-ce que les qu'il peut y nitrites ou les avoir. nitrates sont des sucres? Non. Non. Non, 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 les sucres, c'est majoritairement du carbone. Vraiment, nitrite, nitrate, c'est vraiment. Enfin, nitrite, c'est NO2, donc c'est vraiment une molécule, enfin, un atome d'azote et deux atomes d'oxygène. Et nitrate, c'est un atome d'azote et trois atomes d'oxygène. Mais donc, c'est pas du tout des sucres. D'accord, je comprends. Merci. Voilà. Je veux Je bien. t'en prie, je t'en prie. Alors là, on a une question que vient de poser Metalstase. Est-ce que ça change beaucoup de Alors, choses le fait d'être sur une île au niveau de l'écosystème surtout, ou les seuls problèmes sont logistiques? La question est claire. euh, alors, du point de vue de ma thèse, alors du point de vue général, je ne sais pas quoi te dire, donc je vais rester sur ma thèse. Il y a le problème logistique, il y a le problème de production aussi, parce qu'en fait, c'est tout bête, mais enfin, comment dire ça? Je veux dire, tu ne peux pas produire certains éléments sur l'île. Et ça, c'est un gros problème en soi déjà. Mais au niveau de l'écosystème, euh, il y a les questions un peu de, tu es limité sur ta surface agricole. Tu es plus facilement limité de ta surface agricole. Alors, en plus, nous, il y a un autre problème, c'est qu'on est sur un volcan. Et donc, alors oui, ça c'est un gros problème qu'on a ici. C'est qu'en fait, comme on est sur un volcan, la majorité des champs sont en pente. Et comme les champs sont en pente, il faut des machines très très particulières pour les couper. Il faut des machines qui soient capables de ne pas tomber en pente. Euh, et donc ça, par exemple, ça rajoute des coûts, des choses comme ça. Et donc, ce qui fait que tu peux pas faire de la canne à sucre n'importe où sur l'île. Parce que si les pentes sont trop élevées, on peut pas cultiver. Mais à part ça, je ne saurais pas trop te répondre en fait à ta question. Peut-être, enfin, si tu as une précision, en fait, si tu as une idée particulière en tête, tu peux me dire et je pourrais répondre plus précisément, mais je suis pas sûr. Ok. Alors, en attendant, on va passer la voix à zéro. Alors, le zéro est encore là ou est-ce qu'il a juste laissé son micro Alors, en attendant, je vais le Attendez, muter attendez. et je vais lui Non, envoyer un message. exactement. Hop. Et je crois que Panta, tu étais démuté aussi.
Je t'en Ouais, prie. bah du coup, merci pour la présentation qui a été intéressante. C'est vrai que c'est un sujet qui a l'air vachement, enfin assez vaste en fait, vu que tu fais plein de choses. Et du coup, j'avais enfin plusieurs Vous questions. l'entendez ou pas du tout? Ça marche pas? Alors, moi, je l'entends très bien. Et Ah, tu... Ah, parce que moi, je l'entends pas du tout. À la limite, ce que je fais, c'est que je me déconnecte et je me reconnecte d'un coup, comme ça. Ok, bah écoute. Bon, bah écoute, en attendant, voilà, petite j'ai fait interlude fuir le musicale. présentateur. Cool. Là, t'entends Euh, mieux ou? Alors là, moi, je t'entends plus. Alors moi, je viens de Ah, Ah, c'est bon, revenir c'est bon. ah, c'est et bon. j'entends Panta. Parfait. Ah, bah Après, nickel. là, je suis pas, là, je suis en République tchèque, du coup, je sais pas du tout ce qu'il en est de la connexion, peut-être ça déconne. Bah, du coup, je disais merci pour ta présentation qui était super intéressante et qui Ah, a l'air merci. d'être un sujet super vaste, avec plein de choses. Et du coup, j'avais plusieurs questions. J'en ai une plutôt à propos des agriculteurs, en fait. Ça se présente comment la, la culture de la canne à sucre, c'est plein de petits producteurs ou alors c'est juste euh, quelques propriétaires qui ont la main sur tout et du coup, est-ce que cette répartition des terres, je dirais, influence aussi ton travail? Enfin, du coup, la façon dont tu dois envisager les choses pour ta modélisation. Alors moi, non, pas vraiment. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. En fait, c'est potentiellement. En fait, le truc, c'est qu'il y a une différence entre ce que je vous présente, où là, c'est un peu l'ensemble des choses que je vais faire lors de ma thèse, et ce que j'ai déjà fait. Et il se trouve que la partie sociale, pour l'instant, c'est pas la partie que j'ai touchée. Mais je pense pas que ce soit vraiment quelque chose d'intéressant, dans ce que j'ai à faire en tout cas. Par contre, pour répondre à ta question, on a un peu des deux. Et si l'intérêt social, c'est potentiellement les pratiques agricoles, quand tu es un agriculteur qui n'a pas forcément tout l'argent qu'il veut pour faire sa culture, il va peut-être se permettre moins de choses. Par exemple, sur l'île, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un volcan, et que comme on est sur un volcan, le volcan bloque les nuages sur une partie de l'île, et donc du coup, il y a énormément de précipitations sur l'est de l'île. Et donc, par exemple, il y a plein de petits agriculteurs qui ne font pas d'arrosage, du coup, sur l'est. Ils font que ce qu'on appelle en pluvial. Et ça, c'est quand même particulier parce que normalement, tu évites ça parce que l'eau, c'est vraiment. Comme je vous l'ai dit, l'eau est rarement un problème puisqu'on irrigue. Mais si tu irrigues pas, du coup, ben, ça peut très rapidement être un gros problème. Mais voilà, tu as un peu de tout. Tu as des petits agriculteurs, tu as des agriculteurs plus gros. Après, la notion de gros agriculteurs est très relative puisque puisqu'on est sur une île et que du coup, ben, la surface de champ, même pour un gros agriculteur, est limitée. Mais clairement, on n'est pas sur trois agriculteurs qui possèdent l'ensemble de l'île et puis quelques petits agriculteurs qui se battent sur le dernier pourcent restant, si c'est ça la question. Ouais, c'était en partie ma question, mais du coup, merci pour la réponse. Et du coup, j'ai une deuxième question, allez, si j'ai le temps. C'est juste pour tout ce qui est. Parce que si j'ai bien compris, tu fais de l'optimisation, C'est ou ça. des calculs d'optimisation. Et tu as l'air d'avoir quand même vachement de paramètres. Et est-ce que ça converge? Et est-ce que t'as pas trop de problèmes? Parce qu'au niveau optimisation, avec autant de paramètres, ça paraît vraiment énorme, quoi. Enfin, ça me paraît Alors, vraiment énorme alors comme déjà, je nombre pense de que paramètres. tu n'as pas la moindre idée du nombre de paramètres que j'ai parce que c'est encore plus, enfin, genre, c'est plus délirant que ce que tu penses. Ah, mais Genre, là déjà, enfin, perso pour avoir l'optimisation, là déjà, ce que je vois, ça me paraît délirant, en fait. Ça me paraît fou comme truc. c'est-à-dire Donc, que pour te donner une est-ce que t'es idée, stable, genre, est-ce que t'es stable sur tes résultats ou est-ce que faire changer un petit paramètre, ça peut complètement changer ton point de fonctionnement, quoi. ben, alors c'est pour ça qu'à un moment, on s'est posé la question de faire une analyse de sensibilité. Le problème, c'est que je suis sur un ordinateur portable et que et qu'en fait, quand tu dois faire une analyse de sensibilité sur 80 paramètres, et ben en fait, Oui. l'ordinateur, la RAM, elle tient pas. Ouais, même le Euh, proc, tu le fais chauffer à voilà. pelle, quoi. Oh. Ouais, mais ça c'est pas grave, je le laisse tourner la nuit. Alors ça m'arrive souvent.
C'est que du coup, je programme bien mon truc et puis je le lance la nuit et puis je vois les résultats le lendemain matin. Et oui, effectivement, c'est du coup de la calibration qui peut durer, par exemple, enfin, moi j'ai des calibrations, c'est du 12-13 heures, hein. Ça peut être. Ouais. Enfin, Voilà. ça Ça paraît fait temps. pas. Enfin, vu ce que tu montres, ça paraît pas délirant. Alors, Enfin, alors, par contre, tu vois, c'est aussi un peu tout l'intérêt de ce que je te disais sur les expérimentations. Parce qu'en fait, toutes les expérimentations, elles sont effectivement sur les flux et tout ça, mais elles sont aussi beaucoup sur les mesures de canne à sucre. Et ça, chaque mesure qui est faite peut donner des informations sur les paramètres. Et en fait, il y a des paramètres qui sont déjà mesurés. Et là, d'accord. Je sais pas. Ok. je remercie grandement mes collègues parce que quand ils ont fait une mesure qui m'intéresse, c'est un paramètre à enlever par rapport à, par rapport à la calibration. Bah après, oui, c'est convergent puisque j'ai déjà lancé plusieurs fois et enfin, quand je relance pour des mêmes paramètres, j'obtiens les mêmes résultats quasiment. D'accord. T'as pas. Genre, si tu changes un tout petit peu un paramètre, t'as pas de problème, quoi. Pas trop de problème. Non, 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 j'ai Ok. pas de problème là-dessus. C'est bon, D'accord. c'est plutôt rassurant. Bah, merci beaucoup pour ta réponse. C'était intéressant. Bah, je t'en prie. Alors, on va Vu un petit passer. problème, et Ah, oui, on t'écoute, la Dadek? simplement, encore une fois, je crois que ça n'existe pas des champignons à aller. Si, c'est une connerie. Parce que Attends, tu peux moi, recommencer ta phrase parce que ça fait couper la deck. en fait, champignons anaérobies, qui sont tous aérobies, j'ai vu un épisode avec un Ah, microbiologiste des sols, Claude Bourguignon, et justement, il en parle. les bourguignons. Ouais, oui, oui. Oui, oui, bah effectivement, bah parce qu'en fait, quand tu fais des choses en excès, c'est problématique. Alors, j'ai pas vraiment tout entendu de ce que tu as dit, hein, la DDEC. Euh, mais, Oui, donc, je répète encore une fois. ou tu peux l'écrire, je sais pas. C'est compliqué à D'accord, écrire je vais ou l'écrire. vas-y, vas-y. Ok, alors en attendant que tu écrives, on va donner la parole à Jadou Ninette qui attendra depuis déjà très longtemps pour sa question. Donc je t'en prie, tu peux la poser. Ah, merci, non, ça va, je vais pas attendre. Bah, déjà, merci. Ah, j'entends. Oh non, j'entends plus. Attendez, Attends, ça coupe complètement là pour le coup. Jadou Ninette, on t'entend plus. Ah, d'accord. On a eu le début de ta voix et là ça a coupé. Merci. Ah, là on vient de te récupérer. Vas-y. Alors là je ne t'ai pas. Ah, c'est dommage. Ce soir sur Tu donc les m'entends? soucis. Ah oui, là on t'a. Oh oui, vas-y. Ah, super. Donc, déjà, faut qu'on t'approche tout à fait. Non, 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 je suis en micro libre. Déjà, merci pour ta présentation, elle était vraiment super intéressante. J'ai été surprise que tu parles d'algorithmes génétiques, parce que je suis aussi en train de faire une thèse d'optimisation. Et tu Ah, disais là, à Penta, que tu avais 80 paramètres, mais 80 paramètres en design variable, je sais pas comment dire en français, design variable, variable de design. Tu en as 80 ou c'est des deux qu'au début tu en avais 80 et petit à petit tu peux enlever des paramètres parce qu'en fait elles sont reliées à non. d'autres. Alors, de base, j'en ai beaucoup plus. J'en ai enlevé pas mal. Et 80, ça a été à un moment, lorsque j'ai fait des calibrations, j'étais à 80. Depuis, j'ai pu réduire sur des choses un peu plus précises. Et maintenant, quand je lance une calibration, je suis à beaucoup moins. Mais, et c'est les paramètres du modèle, pas de la. Je suis pas sûr de bien De la comprendre. fitness, Mais c'est de la les paramètres fitness du. function ou C'est pas ceux du. C'est pas 80 paramètres du, de l'algorithme génétique, on est bien d'accord. C'est ah ceux du d'accord, modèle moi que je j'utilise. pensais que Non, non, enfin, l'algorithme génétique, je connais pas très très bien. C'est surtout que j'ai l'outil, enfin, j'ai le package R et une fois que tu as déjà un code pour l'utiliser,
quelques petites variations suffisent à faire quelque chose qui fonctionne assez bien. D'accord. Donc, Et comment tu as pu entrer toutes tes contraintes dans ton modèle? euh, c'est-à-dire les contraintes. En fait, les seules contraintes qu'il y a, c'est des contraintes de bornes. Et en fait, ce que je lui fais faire, c'est que je lui donne les bornes pour chacun des paramètres et lui, il donne des valeurs au hasard à l'intérieur de ces bornes. Ce qui peut poser des problèmes, puisque si tu as des paramètres qui doivent par exemple pas se superposer, et qu'il le fait quand même, bah, du coup ça crée des erreurs et donc il y a des fois des paramètres que j'ai pas calibrés exprès parce que j'avais ce problème-là. Dans l'absolu, tu peux trouver des solutions pour que ça ne. En fait, une des solutions possibles pour régler ce problème-là, on l'a pas fait, mais c'est possible, c'est que s'il fait une erreur de ce style, c'est-à-dire s'il respecte pas des règles et que ça provoque une erreur, tu lui fais renvoyer dans ta fonction de sélection, tu lui fais renvoyer la valeur maximale, et vu que tu fais une minimisation, en fait, lui, quand il fait une erreur, il va corriger très très vite, en fait. Et donc au final, c'est. Comment dire ça? Il va corriger très vite parce que dans la sélection, il voit bien que si A doit toujours être supérieur à B, ben, dès que A est inférieur, ça va pas lui aller, quoi. D'accord. Bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie. Merci pour ta question. Du coup, nous voilà. Alors là, on n'a plus d'autres questions, j'ai l'impression. On peut peut-être repartir rapidement sur la Alors, première. j'avais Ouais, vu, vas-y. j'avais vu un truc de CXNman, je sais pas si c'était une question ou quoi. Ah non, c'était pour le deck, d'accord. Ouais, c'était pour toutes ces Et... questions de champignons, aérobie, etc., etc. Ah, Si t'as ouais, quelque chose ok. de plus à dire là-dessus. J'ai pas lu en fait, parce que du coup, comme je répondais aux questions, j'ai juste vu que c'était passé, mais j'ai pas lu ce qu'il disait. D'accord. Euh, Enfin, Ah. Damien, est-ce que tu as une question? ouais, mhm. j'essaie de la formuler depuis tout à l'heure, mais en fait, grosso modo, disons, est-ce qu'il y a beaucoup de thèses qui sont dans le genre de la tienne, d'optimisation de systèmes isolés, enfin, au sens propre, en forme d'île, ou est-ce que tu es vraiment en terrain inconnu est-ce que tu es, est-ce que tu es seul en la matière, disons, ou est-ce qu'il y a beaucoup de thèses dans ton genre, à ta connaissance, voilà, qui traitent de sujets sur des îles, sur des optimisations de systèmes plus fermés comme ça et pas forcément conventionnels, notamment en agriculture, vu qu'on est habitué à des Alors, modèles plus tempérés. alors c'est le fait d'être enfermé sur une île ou c'est le fait de. La question, c'est le fait d'être enfermé sur une île ou c'est les caractéristiques de température? C'est là où je comprends pas ta question. Euh, bah, Et si c'est enfermé, en fait, dans l'absolu, bah, en fait, je peux utiliser à peu près tout ce qui est fait en Europe aussi, puisqu'en fait, quand tu fais ce type de modèle, en fait, tu fais mhm, ça comme si tu étais sur une île. C'est-à-dire que, par exemple, moi, il y avait quelqu'un qui faisait exactement la même chose que moi, mais sur le blé, je crois. mhm, Je suis pas sûr, mais un truc dans le genre dans le bassin parisien. Et, euh, et en fait, tu peux pas prendre en compte tous les arrivées qui pourraient venir de l'extérieur. ouais, Donc, vu que de toute façon, tu fais un modèle spatial, tu vas toujours vouloir donner par les gens qui sont prêts. Donc, en fait, tu délimites une région et tu récupères mhm, pas les infos qui viennent de l'extérieur de la région. Donc, en fait, c'est comme si. d'accord. Ouais, c'est comme si, oui, c'est comme si tu faisais une île. Ah, bien évidemment, du coup, ça donne pas un truc parfait, parfait, puisque à la limite de ta. Enfin, pour eux, en tout cas, à la limite de la région, tu peux toujours avoir un producteur, comme par hasard, un producteur qui peut, euh, qui peut modifier un peu tes résultats, mais à la limite, j'ai envie de te dire, tu regardes tes résultats et tu regardes que si ça fonctionne pas, genre,
Genre tu te dis, tiens, lui c'est bizarre, il ne devrait pas avoir assez, et puis maintenant il en a beaucoup. Et là tu te rends compte qu'à l'extérieur, bah, en fait, il y a un producteur. Tu vois. Ok. Et donc en fait, ça c'est un peu un truc a posteriori, c'est euh, tu vérifies si tu rajoutes quelque chose. Et à la limite, si ça influence trop tes résultats, tu essaies de le rajouter à ton modèle, et tu essaies de Mhm. voir si ça permet de mieux expliquer en fait ce qui se passe, quoi. Ok, d'accord. Mais même moi, au final, je suis un peu dans le même cas qu'eux parce que là, ma thèse, pour l'instant, on va surtout se baser sur la côte ouest. Ouais. On va faire ça sur la côte ouest avant de. Oui, c'est celle de- qui a besoin d'irrigation. Oui, en plus, c'est celle qui a exactement, c'est celle qui a besoin d'irrigation. Ok. Maintenant, c'est plus un si gros problème que ça, puisqu'en fait, il y a quelques années, avant que j'arrive, Mhm. bien avant que j'arrive, il y a eu un tuyau en fait qui apporte de l'eau de la partie est au reste de l'île en fait. Ah, ok. En fait, il y a tellement d'eau sur la partie est qu'il y a des transferts d'eau sur le reste de l'île et du coup, ça a grandement permis de permettre des irrigations dans des zones où c'était compliqué, quoi. D'accord. Et, et par la même occasion de virer un trop-plein d'eau sur le territoire est, j'imagine. Pff, bah non, pas plus que ça, parce qu'en fait, on est sur un volcan, du coup, tout est en pente. Ah, ouais, ok. Et donc, en fait, l'eau, elle se barre à l'océan, et puis c'est tout. Ouais. Bon, D'accord, après, ok. parce que tu as des inondations sur une pente, donc ça, c'est très surprenant la première fois que tu vois ça, mais. Oui, j'imagine. C'est pas très, très intuitif. Mais c'est juste que du coup, c'est au lieu de gaspiller, enfin, au lieu d'avoir une pluie abondante qui tombe et qui va directement à l'océan, bah, Mhm. t'en profites pour l'utiliser, quoi. Ouais. Ouais, du coup, ça évite, entre guillemets, un gaspillage, si on peut dire. Ouais. Mais d'autant plus que le réseau en eau de la Réunion est pas, c'est pas le même que la métropole, hein. Sur certaines zones, il est semblable, mais sur Mhm. d'autres parties, tu peux avoir de l'eau qui est pas forcément saine tout le temps. Dès que tu as des grosses pluies, tu peux avoir des problèmes où l'eau devient plus buvable ou des choses comme ça. Donc en fait, la gestion de l'eau à la Réunion, moi j'ai une pote qui travaillait là-dessus et c'est compliqué, quoi. D'accord. J'ai pas le niveau pour te décrire totalement le système d'irrigation de l'eau de l'île, Ok. mais voilà. D'accord. Et j'avais juste une autre question, peut-être un peu plus petite et un peu moins calée Vas-y. sur l'aspect pratique de ta thèse, mais euh, disons, comment est-ce que ta thèse est reçue? Est-ce qu'elle suscite de l'engouement? Est-ce que, voilà, est-ce que tu sens de l'enthousiasme pour ta thèse? Ah, bon, en fait, il y a un peu d'engouement à différents niveaux. Parce Mhm. qu'en fait, euh, en fait, le truc, c'est que, comme je vous ai dit, j'utilise un modèle donc, qui s'appelle Stix, qui est en fait un modèle de plante de manière générale. C'est-à-dire, c'est un modèle de plante généraliste, et donc tu peux coder ta plante à toi, en fait. Et il y Ok. avait une version meilleure de la canne, mais qui était codée de façon assez bizarre. En fait, en gros, comme dans ce modèle, comme dans Styx, on pouvait pas mettre de sucre dans la tige, ils ont simulé la canne à sucre comme étant un gros fruit. Ah, Voilà, donc c'est assez bizarre et donc ils avaient quand même réussi à faire des trucs qui rendaient bien au niveau de la production de sucre, tu vois. mhm. Mais du coup, sur d'autres paramètres, il n'était pas forcément bien efficace. Et en gros, là, ils D'accord. sont en train de travailler sur une nouvelle version où là, on peut mettre du sucre dans la tige et ils m'ont entre autres permis de travailler sur cette version-là. Et Ah, mais ok. donc du coup, en fait, je refais totalement en fait l'espèce. Alors pas totalement parce qu'il y a des choses qui peuvent rester de l'ancienne version à la nouvelle, mais l'essentiel, je dois refaire. Et c'est pour ça que je fais de la calibration. C'est parce qu'en D'accord, fait, ok. je dois refaire cette espèce en fait. Et en fait, tu peux pas savoir comment se passent les flux d'azote dans ton champ si ta canne à Mhm. sucre est pas bien faite. Oui, bah oui. L'opération d'azote par ta canne à sucre est trop importante pour que tu dises ah, une canne à sucre qui est pas bien simulée, on la laisse et on regarde les flux, tu vois. Mhm. Donc les mecs qui font ce programme-là, eux, ils sont contents de voir plein de trucs. Ils sont super contents d'avoir la canne à sucre qui va être fait au complet Oui, et qui j'imagine. ressemble à la canne à sucre.
Ils vont être contents parce que aussi on est en sol tropical et que du coup ils vont pouvoir valider si leur modèle fonctionne en sol tropical ou pas. D'accord. Donc chose qu'ils n'ont pas forcément actuellement, tu vois. Ouais, du coup, Le problème c'est que en fait la question qui se pose toujours c'est est-ce qu'un milieu tropical c'est juste un milieu qui est plus chaud et humide ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte? Et justement, c'est pas forcément quels paramètres il faudrait prendre en compte, mais du coup, peut-être que c'est des sols très très différents et que par exemple, des choses que tu as l'habitude de faire ailleurs, tu peux pas le faire là, tu vois. D'accord. Oui, effectivement, Donc eux, s'ils apprennent ils peuvent très bien simuler sur un sol tropicaux, ils sont refaits déjà. Et puis Ok. pareil là, Macan, si elle est bien simulée au niveau des rendements, il y a des agriculteurs qui vont être contents. Donc ça, c'est ça aussi, parce que le truc, c'est que tu vois, si tu simules bien, même si tu simules pas bien les flux d'azote en pollution, si tu fais la bonne simulation au niveau de la production, tu leur permets de dire, ah ben voilà, toi, avec ton sol, avec ton azote, on peut, euh, on peut t'aider, on peut te dire combien il te faut. Alors, Ouais. le CIRAD, le labo où je suis, ils ont déjà un outil comme ça, donc ce serait pas révolutionnaire, clairement, Ouais. pour eux, mais ce sera un outil en plus qui potentiellement peut les intéresser. Ok. Voilà. Et puis, au final, la version finale, ça, il y a plein de chercheurs qui trouvent ça intéressant et qui se disent ben, ça fera quand même une info intéressante sur le sujet. Ouais. Et, mais une fois que c'est fait, ce sera pas fini parce qu'il faut faire accepter aussi les déchets organiques comme engrais et ça, c'est pas forcément évident. Surtout qu'en fait, si tu veux, il y a une entreprise de canne à sucre à La Réunion, c'est-à-dire une entreprise qui va transformer la canne à sucre en sucre. Et, euh, et donc, elle, son business, il est important, tu vois. Et si il y a quelque chose qui peut ne pas plaire à la métropole, par exemple, l'utilisation de bouts de station d'épuration, il y a plein de gens en métropole, si tu leur annonces le truc comme ça, ils vont te dire, mais attends, c'est des déchets, même traités, même machin. Ils ont peur qu'il y ait de la pollution de métaux lourds, de la peur de pollution de plein de formes, en fait. Alors que l'on sait que normalement c'est bon, et d'ailleurs on a eu les homologations il n'y a pas longtemps. Donc même si on arrive à montrer que mieux pour l'environnement que l'utilisation de l'urée, parce qu'en fait ce qu'il faut comprendre c'est que l'urée par exemple, même s'il y a énormément d'azote dedans, je veux dire 46% c'est énorme, mais on se rend compte que malheureusement quand tu appliques, enfin après si tu veux, lors de la première année quand tu plantes une canne, au début, il n'y a pas de feuilles sur le sol. Normalement, il n'y a pas de feuilles. Ok. Mais la deuxième année, tu laisses la feuille, c'est ce qu'on appelle du paillage. Parce que ça a parce que c'est compliqué à gérer la paille et qu'en plus, ça a un intérêt de le laisser sur la surface. Le Oui, bah problème, oui. c'est que sauf que l'urée, si tu l'apportes sur du paillage, nous à La Réunion, on a mesuré des pertes d'azote de 50%. Ah. C'est-à-dire volatilisation de ton azote à 50%, ce qui est énorme. C'est comme si ton urée à 46% d'azote, tu n'avais plus que 20 à 23%, quoi. Oui, tu perds la moitié de ton apport Voilà. d'azote. Alors que justement, les boues stations d'épuration, on sait que ce phénomène-là, il est tellement faible que c'est dur à mesurer, quoi. Ouais. Donc ça fait une sacrée différence, mais voilà. Mais donc du coup, c'est important aussi d'avoir ces mesures-là. Et puis surtout, ça va permettre de concrétiser un peu l'ensemble du travail de mes collègues qui, eux vont... Comment dire ça? C'est super important en fait aussi de voir qu'il y a un système qui permet de récupérer un peu toute la donnée toutes les données qu'ils ont produites Ouais. et qu'on en fera un système qui fait sens, quoi. Ok. Ouais, donc ça aide vraiment beaucoup. Voilà. Et bon après, enfin forcément, moi je vais te vendre le truc comme quoi il y a plein de gens qui se disent ouais ça va être bien ma thèse parce que eux quand je leur en parle ils me font ah c'est intéressant. Mais t'as des gens qui te disent ah c'est intéressant et puis ils y repensent pas après et puis il y en a d'autres qui font ah c'est intéressant et puis genre quand tu vas sortir tes résultats ils vont être de ouf tu vois. Ouais.
Mais bon, moi, je trouve ça en tout cas hyper intéressant à la fois comme sujet d'étude et puis en plus comme développement de boucles un peu plus fermées, un peu plus directes en agriculture. Hein. Non, mais oui, non, et puis ça coûte une blinde aussi, cette histoire-là. Pour Ah donner oui, une idée, là, je n'ai pas donné forcément le prix, mais si tu comptes l'ensemble des engrais minéraux, pas que l'urée, mais l'ensemble des engrais minéraux, là, j'avais mesuré en 2017, ça avait coûté 2 millions d'euros ouais, de faire. Et ça venait de Maurice, c'est-à-dire l'île d'à côté. ouais, bah oui. C'est un énorme manque à gagner pour Mal. l'agriculture locale, quoi. Bah oui, d'autant plus que voilà. Après, il faut comprendre que l'agriculture locale, elle est particulière, puisqu'en fait, elle repose essentiellement sur les subventions. Et d'ailleurs, Ok. c'est un peu, c'est souvent une maraude là-dessus, c'est que, euh, en fait, sans les subventions, la canne, elle disparaît de la Réunion, quoi. Mhm. Parce qu'en fait, il y a plein de pays, en fait, qui n'ont pas nos normes à nous, qui n'ont pas qui ont pas nos salaires, et clairement, ça coûterait vachement moins cher de faire chez eux que chez nous, quoi. Ouais. Mais avec les subventions, ils arrivent à s'en sortir. Alors, je crois que CXZ prend toujours son rôle de dernière question et cœur. Je te vois démuté. Si tu as une question à poser, je t'en prie. J'en ai pas une, j'en ai trois. Bon, Eh bah, ben, je me écoute, mute alors. la Et parole alors, est à toi. je t'arrête tout de suite. D'habitude, c'est moi qui pose les premières questions. Mais là, il a fallu que je réfléchisse un peu pour une fois. Ouais, Tu parles ou pas? Et merde. Ok, je me reconnecte, j'arrive. Ah, je reviens. Et on a les deux qui disparaissent d'un coup et qui reviennent. Alors, parlez-vous. Allez-y. Vas-y, c'est XZ, vas-y, tu peux reparler pour Oye, voir. est-ce que vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui. Parfait. Alors, bon, j'ai Super Prez, c'est cool. C'est un chouette sujet, notamment avec l'agriculture moderne. On a besoin de faire plus de recyclage comme ça. Je t'ai entendu parler tout à l'heure de paillage et de dire qu'il y avait une énorme perte d'azote dans la masse verte que tu mets en paillage. Par ailleurs, normalement, le paillage, ça a De beaucoup l'urée, d'autres. alors c'est un engrais minéral. L'urée, c'est un Non, engrais bien sûr. minéral. Ouais, j'entends Ouais. bien. T'avais l'air de dire que quand tu te sers en fait si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est la paille de la canne, enfin tout le truc dont tu te sers pas pour tirer le sucre. Le remettre en paillage, c'est rigolo pour pailler, pour couvrir le sol, pour éviter pas mal de problèmes. Mais par Alors, contre, tu perds une partie de l'azote qui est dedans, c'est ça? non. Ventilation. Alors déjà, le paillage, en fait, c'est les feuilles. C'est Oui. juste les feuilles. Je veux dire, le reste de la canne à sucre qui ne sert pas forcément directement au sucre, ça va être séparé à l'usine. Là, c'est les machines, en fait, elles sont capables d'enlever les feuilles de la tige et récupérer que la tige. D'accord, donc ouais, j'avais mal compris. Ils utilisent pas les Voilà. déchets de l'extraction du jus de canne pour en faire du paillage derrière? Ils pourraient quelque part. Non, c'est pas intéressant. Ouais, c'est pas assez couvrant, c'est- d'accord, j'ai rien dit. Non, non. Mais enfin, la paille enfin, faut se rendre compte que clairement, on parle de centimètres de couverture rien qu'avec les feuilles. Ah non, bien sûr, bah, les feuilles c'est quand même plus pratique pour pailler, Non, mais mais je veux dire, le paillage de feuilles de canne à sucre est imposant. Je veux dire, ça couvre l'ensemble du terrain. Je veux dire, on n'est pas sur des trous vraiment importants, quoi. ouais, ok, ouais. Ouais, de toute façon, je sais pas pourquoi ils chercheraient pas forcément une autre situation pour payer, de toute façon ils ont déjà ça. Ok, deuxième question, donc du coup, une bonne partie de ce que tu étudies enfin, dans ton étude, c'est les déchets verts et pas que les agricoles, ceux de la ville, etc. Tu parlais tout à l'heure effectivement du fait qu'on a besoin de retraiter ces déchets avant de commencer à les foutre dans les champs, parce qu'on va pas directement couler du lisier dans les champs, c'est pas une bonne idée. Et quid des Sinon, ça déchets, donne la de ces déchets? Bretagne. Ouais, voilà. Et y habitant, je déconseille, hein, c'est pas bon pour les poumons. Voilà. Et entre autres. Mais sinon, ouais, du coup, quid des déchets qui sont issus de cet usage des déchets? Qu'est-ce qu'on sait déjà, compte tenu des méthodes de traitement de ces déchets, qu'est-ce qu'on obtient comme produit de rejet en fait? Qu'est-ce que ça donne de ce côté-là? Parce que tu disais aussi tout à l'heure qu'il y avait des gens qui craignaient les contaminations de métaux lourds, trucs dans le genre, parce que je pense pas que ce soit un vrai problème.
Mais sous-entendu, plus tu retraites une matière, plus tu te retrouves avec des déchets un peu indivisibles ou difficiles à retraiter. Est-ce que t'as déjà Alors, des insights là-dessus, ou c'est déjà très connu ça, ou justement c'est l'aventure? alors de ce que... Alors en fait, le truc, c'est que ça, c'est plus mes collègues à moi. En fait, moi, je suis dans un laboratoire qui s'appelle Recyclage et Risque. Donc mes collègues, eux, sauraient très bien te répondre sur ce sujet-là, moi un peu moins. Mais tu vois, il y a plein de trucs. Par exemple, sur l'histoire des métaux lourds, moi j'ai une collègue, par exemple, qui a montré que quand tu fais un apport de lisier de porc, tu apportes du cuivre, parce qu'en fait on file du cuivre au porc. Mais en fait, même si tu apportes du porc, en fait tu rends le sol moins toxique au niveau du cuivre. Tu m'entends? Oui, je suis là. Ouais. Tu le rends moins toxique au niveau du cuivre parce qu'en fait, l'apport de matière organique supplémentaire va neutraliser le cuivre qui est déjà dans le sol. Et donc en fait, tu apportes plus de cuivre, mais au final, pour la plante, c'est comme s'il y avait moins de cuivre. Donc déjà, il y a plein d'effets un peu bizarres comme ça. Et après, au niveau des déchets, ben, ça dépend. Ben, c'est-à-dire que par exemple, tu vois, t'as, euh, t'as par exemple la méthanisation. Où en fait t'as pas forcément de déchets en fait puisque la méthanisation le concept c'est que tu as le ton comment dire ça. Et par exemple la méthanisation l'intérêt c'est de tuer les bactéries, c'est pas forcément de tuer les métaux lourds, des choses comme ça. Mais donc l'idée c'est que t'as deux produits au final, t'as ce qu'on appelle le digestat et c'est lui qui va être réutilisé en tant qu'engrais et tu as le gaz naturel. Hmm. Donc celui t'as pas un déchet intermédiaire de ce que j'en ai compris. Et après, c'est des choses qu'on apporte. Ça va être de la chaux qu'on va mettre dans les différentes préparations et tout ça. Mais j'ai pas souvenir qu'il y ait des déchets. Après, voilà, je m'y connais pas assez bien. Moi, je suis là en tant qu'informaticien, si tu veux. Et donc, Ouais, d'accord. moi, je découvre en fait chacune des parties à chaque fois que je commence à travailler dessus, quoi. Et là, pour l'instant, j'essaie de bien faire pousser la canne. Et on commence On arrive dans le vif du sujet. D'ailleurs, ça avoir fait la une très réponse bonne à la séquence. canne. Ça arrive à ma troisième question, qui est pour Vas-y. moi extrêmement importante. C'est plus de l'ordre de l'estimation. C'est marrant du coup que tu sois, j'imagine, étudiant en informatique de base, hein, c'est ça? C'est à l'origine. Alors, moi, Alors non, Non, oui. moi là-bas, je suis biologiste. D'accord. Enfin, Bon, j'ai fait une licence de biologie, enfin écologie, voilà, écologie comportement animal, et puis j'ai fait après un master en bioinformatique. ouais, d'accord. Bon, Donc, ça va très bien cadrer avec ma question quand même. Étant donné ton sujet d'étude et le fait que tu sois à Réunion et que enfin, que tu étudies vraiment la culture de canne, t'estimes à combien de tonnes de glace dont tu auras besoin pour écouler tout le rhum que tu vas recevoir en échantillon? Parce que je me doute euh, que ça fait partie des avantages ben, de bosser sur la canne. alors, en fait, aussi étonnant que ça puisse paraître, bah, zéro, parce qu'en fait, je ne reçois pas de rhum du tout. Ça aussi, Oh! voilà. Mais non, En mais fait, c'est pas drôle. alors, je vais te surprendre. En fait, bah, à part des bouts de sucre que tu vois passer, voilà, on n'a pas de rhum qui vient des gens avec qui on travaille. Par contre, le CIRAD, donc l'endroit où je travaille, ils produisent pas mal de fruits et légumes. Euh, et en fait, du coup, régulièrement, on a des trucs. De nos propres cultures. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le truc, c'est qu'une bonne partie des cultures que l'on a de canne à sucre ne sont pas les nôtres. C'est celles d'agriculteurs. On Ouais. travaille avec eux. Donc du coup, eux, enfin, ils sont très gentils et tout ça, mais il y a un moment où il faut qu'ils écoulent un peu leur truc et ils peuvent pas nous donner à chaque fois quelque chose, tu vois ce que je veux dire. Bah, Euh, là où je voulais en venir, c'est c'est que de nous, toute culturellement. évidence, s'ils proposent plus d'échantillons de rhum, il y aura mécaniquement plus de chercheurs intéressés pour aller étudier leur truc. Enfin bref, c'est plus sur le ton de Ah l'humour, mais mais t'inquiète pas, de toute façon, on s'achète du rhum. oui, Mais ça serait dommage. enfin, après, faut comprendre un truc, c'est que un rhum qui vient des agriculteurs, je suis pas sûr de vouloir le boire en fait. Parce que, ça doit se rapprocher de ce qu'on appelle le rhum charrette, et le rhum charrette, c'est très bon pour faire des rhums arrangés, mais à boire tout seul, c'est imbuvable.
Et puis, venant de la bio, je pense que tu as une très claire idée de ce que ça peut donner la distillation un peu à l'arrache de l'alcool et que bon, pourvu que ce soit pas passé par des labos, t'as pas forcément envie de le boire non plus. Non, mais c'est. Enfin. Non, je pense pas qu'il y ait des dangers avec ce qui est fait. Enfin, ici, ils sont quand même réglo pour pas mal de trucs, donc normalement, il n'y a pas de raison que. Mais tu me rassures, du fait d'étudier ça et d'être en réunion, t'en profites un peu quand même. Voilà. Tu goûtes un peu la cuisine locale, quoi, du égard aux boissons. Ah non, attends. Il y a la production de rhum et il y a des très très bons distilleries. Enfin, il y a une très bonne distillerie de rhum à Réunion, que je connais bien. Et j'aime beaucoup ça. Après, par exemple, du rhum, on peut faire ce qu'on appelle du rhum arrangé. Et moi, j'ai une de mes colocs qui fait des rhums arrangés à partir de ça. Mais c'est imbuvable tout seul. Bah, Charrette, ouais, Rhum Charrette, je soupçonne qu'il faut avoir un petit niveau d'alcoolisme pour pouvoir le boire comme ça. Ou pas avoir d'argent, parce que c'est pas très cher en supermarché. Non, mais c'est pas ça. Pour avoir essayé d'en boire un verre, je pouvais pas. Ah oui. Je ne pouvais pas boire le verre. Physiologiquement pas possible. Donc, c'est peut-être moi qui suis petite nature, j'en sais rien. Ouais, ou tu t'aimes pas boire de la merde, c'est peut-être aussi ça. Enfin, merci. Je t'en prie. Vous aurez éclairci sur le rhum et la canne. Fin de la thèse. Début des réunions alcooliques anonymes. Fin de LTS et début de rappel de. Je pense qu'on doit pouvoir jumeler le laboratoire où tu es et l'entièreté de la Bretagne. Ça me semble être très à propos du coup à ce niveau-là. Alors il y a pas mal de Bretons qui viennent à la Réunion. Sandec. Ouais. Je vois pas ce qui peut les attirer en Réunion, hein, à part les fruits et l'alcool. Des fois, il pleut. Ah oui, et puis il pleut bien. Voilà, ils sont pas dépaysés. Non, ça va. Sauf pour la chaleur, quoi. Ouais. Enfin, merci. Oui, j'allais dire, je pense qu'on a fait le tour des questions avant de partir sur des débats un peu moins autour de ta thèse. Du coup, je voulais te remercier une dernière fois. Comment ça, mon alcoolisme, c'est pas la thèse? Ouais, je voulais te remercier pour cette super présentation et tes réponses aux questions diverses et variées. Je vous remercie tous. Pour l'instant, on n'a personne jeudi prochain pour la prochaine thèse en synthèse. Mais dans 2 semaines, on aura la thèse en synthèse de... attends que je regarde. C'est celle qui s'était présentée il n'y a pas longtemps du tout. Ah, tu veux faire le montage France Synthèse jeudi prochain? T'es prêt? Donc, du coup, dans 2 semaines, on aura Réanou qui nous parlera apparemment de linguistique et traitement automatique des langues. Le 7, donc le 7 novembre. Que je vous tease. Et on verra jeudi prochain parce que j'ai peut-être un autre doctorant qui lui bosse en combustion, qui a rendu son mémoire il y a pas longtemps, enfin son manuscrit il y a pas longtemps. Ou s'il y a personne, on pourra peut-être faire une première de mon taf en synthèse. À voir. Donc voilà, je vous remercie tous. On va arrêter l'enregistrement ici. Et à la prochaine. Bisous. À la prochaine tout le monde.